Que COVID-5 for Risk, c'est une méthodologie qui est assez récente. Hein? C'est-à-dire que c'est une méthodologie qui a été publiée par l'ISACA seulement en 2013, qui est en fait une adaptation de la méthodologie précédente de l'ISACA qui s'appelait Risk IT. En fait, ce qu'ils ont fait dans COVID-5 for Risk, c'est qu'ils ont combiné COVID-5, Val IT et Risk IT. Donc tout ça, ça a été combiné dans un seul produit maintenant, au lieu d'être 3 éléments différents. Donc, Risk IT qui s'occupait de gestion de risque, Val IT de valorisation ou de maximisation de la valeur par les technologies de l'information, et évidemment, COVID-5 pour l'aspect gouvernance, l'aspect d'entreprise. Dans un monde idéal, on va combiner l'utilisation de COVID-5 avec d'autres référentiels. Et ceux qui s'adaptent le mieux à ça, c'est ITIL, le ITIL, au niveau des processus, la livraison des services, le support, tout le support de l'infrastructure. Donc, qui va nous donner un ensemble de processus d'affaires pour mettre en place donc, les pratiques exemplaires dans le domaine de la gouvernance technologique, gouvernance IT. Et on va aussi utiliser avec ça d'autres méthodologies ou d'autres approches, comme par exemple le ISO 27001. Donc, le ISO 27001 qui fournit un cadre de gestion de la sécurité, donc le SG, Système de gestion de la sécurité de l'information, en anglais le Information Security Management System, le ISMS. Donc, ça, c'est le cadre de gestion. C'est une approche de PDCA, donc d'amélioration continue, pour mettre en place la gestion de l'ensemble des opérations de sécurité, gouvernance, gestion de risque, avec les contrôles dans 27001 qui sont les contrôles de ISO 27002. Donc, quand on met en place COVID-5, on devrait mettre en place COVID-5 avec le ITIL, avec le ISO 27002. Donc, nous, ce qu'on va faire ici, on va discuter donc de l'utilisation d'un aspect de COVID-5, qui est la partie de gestion de risque, donc le COVID-5 for Risk, et on va regarder à implanter ça dans un contexte organisationnel comme outil d'aide à la prise de décision. Et pour les mesures de mitigation de risque, donc pour les choses qu'on va faire, on va aller les chercher dans le ISO 27002. Donc, on va évaluer le risque selon cette approche-là. On va se donner un ensemble d'indicateurs de risque, les KRI, Key Risk Indicators. Donc, évidemment, dans un contexte d'entreprise, on va développer ses propres indicateurs de risque. Donc, nous, ici, on va utiliser des indicateurs de risque génériques. Et on va surtout faire de l'analyse qualitative et non pas quantitative. Parce qu'on n'a pas de données probantes, on n'a pas de données réelles d'une véritable entreprise. Donc, tout ce qu'on va voir dans COVID-5 for Risk, si vous voulez l'appliquer soit dans le cas d'une entreprise, soit dans le cas d'un travail de session, par exemple, où on vous demanderait de faire une analyse de risque, vous allez devoir adapter les indicateurs de risque dont on va parler dans le cours. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est de le diviser en 2 soirs. Donc, en 2 parties. Donc, dans la première partie, on va passer au travers un certain nombre des étapes. Et la semaine prochaine, dans une deuxième partie, on va reprendre d'où on termine ce soir et on va compléter le processus. Donc, le processus que nous, on va suivre est basé sur COVID-5 et en particulier sur le APO12. Parce qu'en fait, dans la gestion de risque, donc dans le processus de gestion de risque de COVID-5, il y a la partie où on va vraiment faire l'analyse de risque, donc qui est la APO12. Mais avant d'arriver à la APO12, donc dans les étapes qui vont nous mener à pouvoir faire ça, ce que moi j'ai appelé la phase de préparation, si tu veux, on va commencer donc avec des étapes qui se retrouvent dans le EDM. Et en particulier le EDM 03.1, donc l'évaluation du processus de gestion de risque. C'est-à-dire qu'on va se questionner
en début de processus, on va se questionner, on va avoir une réflexion en tant qu'organisation sur qu'est-ce que c'est pour nous la gestion de risque informationnel et sur les effets du risque informationnel dans notre organisation. Donc ça, c'est un premier questionnement par lequel on va devoir passer. Donc on va devoir se définir une perspective du risque. Donc une idée de qu'est-ce que c'est le risque pour nous, en tenant compte de la fonction donc des enablers, des facilitateurs, donc des composantes du risque organisationnel dans notre organisation. C'est-à-dire, d'abord, au niveau des principes, des politiques et des cadres de gestion qu'on va vouloir utiliser. Là, je suis dans le numéro 1 ici. Dans le numéro 2, au niveau des processus qu'on va vouloir mettre en place. En troisième, les structures organisationnelles, c'est-à-dire comment les décisions se prennent dans notre organisation, qui sont les responsables actuels de la gestion de risque chez nous et qui devraient être les responsables de la gestion de risque dans notre contexte. Donc, nous, on a une forte, c'est quoi le mot que je cherche? Pas inclinaison, on a une forte tendance, oui, on a une tendance, un biais, disons, favorable à la mise de la gestion de risque informationnel à l'intérieur du concept de risque d'entreprise. Donc, on veut, si vous préférez, on veut sortir la gestion de risque informationnel de l'ATI et la mettre à l'intérieur d'une fonction de gestion de risque d'entreprise. Donc, traditionnellement, dans le passé, la sécurité informatique était une responsabilité du directeur de l'informatique et c'est la sécurité informatique qui s'occupait de la gestion des risques informatiques. C'est-à-dire, si on faisait une gestion de risque, si on faisait une analyse de risque, ça se faisait à l'intérieur de la fonction informatique. Ce qui amène un certain nombre de biais. Évidemment, quand on regarde le risque informationnel d'un point de vue informatique, on a tendance à favoriser des solutions techniques à des problèmes qui ne sont souvent pas des problèmes techniques. C'est-à-dire, vous savez tous, j'imagine, que la plus grande vulnérabilité qu'on a dans les organisations en rapport à la sécurité de l'information, c'est l'humain. C'est le fameux facteur humain. C'est là qui sont une grande majorité de nos risques. Quand on a un biais qui favorise les aspects techniques, on a tendance à minimiser ça. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une raison parmi plusieurs. Donc, c'est important de regarder au niveau des structures organisationnelles. C'est important de regarder au niveau des comportements, de l'éthique, mais aussi de la culture de l'entreprise. J'espère vous avoir convaincu dans les premiers modules de l'importance de l'aspect culturel et de l'importance de la perception dans le risque. Alors évidemment, si on fait de l'analyse de risque, on doit être capable de tenir compte de l'aspect culturel, de la culture de l'entreprise, mais de la culture aussi des individus qui sont dans l'entreprise. Finalement, au niveau des ressources, l'information elle-même, évidemment, qui est l'information qui est une créatrice de valeur dans l'entreprise, des services, des structures, des infrastructures, des applications, c'est-à-dire des logiciels, des systèmes d'information qu'on utilise dans l'organisation. Et finalement, l'élément 7, c'est-à-dire les ressources humaines, les individus qui travaillent dans notre organisation, les habiletés et les compétences qu'ont ces individus dans l'organisation. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les enablers. Donc, c'est les éléments qui vont contribuer et sur lesquels on va devoir se questionner pour mettre en place un processus de gestion de risque qui va être cohérent dans le contexte de notre entreprise. Donc, qui va être lié avec la gestion de risque d'entreprise, qui va être lié aussi avec les objectifs d'affaires de l'entreprise, pas seulement avec les éléments technologiques. Donc, dans Commit 5, il y a tout un ensemble de processus, d'activités, d'étapes, d'éléments qu'on peut voir ici sur le schéma qui est quand même assez complexe, que vous pouvez lire probablement beaucoup mieux dans les documents de Commit 5 auxquels on réfère ici dans le module, c'est-à-dire le manuel Commit 5 for Risk, donc que vous pouvez obtenir de l'ISACA si vous ne l'avez pas déjà. J'espère que vous l'avez déjà. Oui, bon.
Et on identifie ici différents processus qui ont différentes couleurs. Donc, on voit les processus qui sont en bleu, bleu pâle. Donc, ça, ce sont les processus qui sont directement reliés à la gestion de risque, qu'ils appellent ici en anglais les Core Risk Process. Donc, ce qu'on retrouve là, c'est le EDM3 et le APO12. Donc, c'est les Core Risk Process. Ceux qui sont en rose pâle, donc ça, ce sont des processus qui supportent les processus principaux, qui, eux, sont les processus je dirais, Bourgogne, peut-être, comme couleur. Ici, ils disent dark pink en anglais, mais moi, je pense que c'est peut-être plutôt Bourgogne, mais en tout cas, on ne s'ostinera pas là-dessus. Et, en fait, ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que les processus de gestion de risque de COVID-5 s'insèrent à l'intérieur d'un ensemble de processus COVID-5 qui couvrent plutôt des aspects de gouvernance d'entreprise. Et on ne peut pas prendre ça de façon isolée. Donc, on fait le choix d'implanter ou d'adhérer ou de s'aligner sur la norme COVID-5. On doit prendre tout le package. On ne peut pas juste prendre le APO12 pour faire une analyse de risque puis dire qu'on est COVID-5. Donc, on doit vraiment prendre un questionnement d'entreprise. Et nous, ici, on s'intéresse seulement au processus bleu. Les autres processus de COVID-5 ne seront pas couverts. Nous, on ne les couvrira pas ici. Parce que là, sinon, d'abord, on ne sera pas capable. Ça va nous prendre plusieurs heures juste aller en détail dans les deux processus bleus. Et on va vraiment essayer d'aller dans le détail de façon à ce que vous soyez capable, d'ici quelques semaines, d'être en mesure de les appliquer. C'est-à-dire d'être en mesure de faire une analyse de risque selon ce processus-là. Donc, nous, on va vraiment focuser sur ces deux-là. En fait, on va surtout focuser sur le APO12. On doit passer par le EDM3 pour arriver au APO12. Parce que si on commençait directement dans le APO12 sans passer par le EDM3, comme tu l'as dit, on manquerait de cohérence. C'est-à-dire qu'il nous manquerait des éléments pour être en mesure de mettre en place, entre autres, le cadre de gouvernance du risque et le cadre décisionnel. Parce que l'objectif qu'on a en faisant de l'analyse de risque, c'est de donner à l'organisation des outils d'aide à la prise de décision. On veut faire des choix sur le risque. On veut prendre des décisions basées sur notre analyse de risque. Donc, comme je l'ai dit, on prend une perspective gestion de risque, c'est-à-dire focusée sur le EDM03 et le APO12. Cet alignement-là va donc passer par la perspective de risque, c'est-à-dire basée sur nos facilitateurs, nos enablers, et basée aussi sur un certain nombre de processus de gestion de risque, donc les étapes desquelles on va discuter, les différentes choses qu'on doit faire, et l'élaboration de scénarios de risque. Donc, c'est les deux composantes principales qu'on va couvrir. C'est-à-dire, on va se donner un cadre de gestion, on va se donner un modus operandi de comment faire de l'analyse de risque. On va ensuite construire des scénarios et on va venir analyser quel est le risque associé à ces scénarios-là. Et ensuite, on va regarder dans les cadres de gestion, comme le ISO 27002 par exemple, pour nous aider dans les choix de mesures qu'on peut mettre en place pour mitiger les risques qui sont au-delà de notre seuil de tolérance. On va se donner des outils pour être en mesure de traiter les risques qui sont acceptés. Comme par exemple, on peut penser à des plans de recouvrement, des plans de mesures d'urgence, des plans de continuité d'affaires, le DRP, le BCP, le Incident Management. Donc, qui lui va nous aider à agir sur les risques qu'on choisit de tolérer, mais quand même, s'ils se produisent, s'ils se matérialisent ces risques-là, on va quand même faire quelque chose. On va avoir une réaction. Donc, cette réaction-là va, entre autres, passer par des plans de continuité, des plans de gestion d'incidents, etc. Et finalement, pour les scénarios ou pour les éléments qui sont des risques qu'on n'est pas en mesure de définir, parce qu'on a dit, nous, on fait de la gestion de risque, on ne fait pas de la gestion de certitude, ni de la gestion de l'incertitude. On est entre ces deux-là. On est tous les éléments dont il y a une probabilité qui se produisent, mais pas une probabilité qui est astronomique.
Donc, quelque chose qui est quand même concevable. Et tout ça va être aligné sur le modèle de maturité. Donc, le modèle de maturité est sous-jacent à tout ça, puisque à partir du moment où on commence à faire de la gestion de risque formelle, on se positionne nécessairement à peu près au niveau 3 du modèle de maturité. Et ça, c'est sous-jacent à tout ça. Donc, on se positionne nécessairement à peu près au niveau 3 parce qu'on a des processus formels. Et on va se servir du modèle de maturité pour travailler avec l'analyse de risque, pour graduellement augmenter le niveau de maturité de l'organisation en matière de gestion de risque, dans le but d'arriver éventuellement à un niveau 5, c'est-à-dire un processus d'amélioration continue, où on va avoir finalement un processus d'analyse de risque en continu, presque en temps réel à la limite. Donc en combinant par exemple l'analyse de vulnérabilité, qui vont nous servir à alimenter un tableau de bord dont l'élément risque va être une des composantes de notre tableau de bord. Donc on cherche, à partir d'une approche non scientifique, à graduellement évoluer vers une approche de plus en plus scientifique et à partir d'un niveau de maturité qui est bas, pour arriver à un niveau de maturité de plus en plus élevé, pour arriver finalement, dans un monde idéal, à un processus continu, d'amélioration continue, avec un niveau de maturité élevé, qui fait qu'on va être en mesure de réagir très rapidement sur le risque. La première chose, donc dans le EDM 03.1, on va se questionner sur l'appétence au risque de l'organisation. Et la façon dont je vous ai présenté ça ici, parce que je ne vous ai pas remis mot à mot tout le texte qui est disponible en ligne que vous pouvez lire, autant au niveau de la norme, au niveau des documents de COVID-5 for Risk, que des documents que moi que j'ai mis disponibles en ligne. Donc j'ai plutôt mis ça sous une approche de questionnement. Donc des questions qu'on devrait se poser. Et à ce moment-ci, ce qu'on devrait se poser, c'est est-ce que l'appétence au risque de l'organisation est appropriée? Donc l'appétence au risque de l'organisation, c'est quelque chose qui va nous venir évidemment de la haute gestion, de la direction de l'entreprise, du conseil d'administration, de la culture de l'entreprise, qui va devoir définir quelle est notre appétence au risque. On va devoir aussi se questionner sur le risque informationnel, c'est-à-dire est-ce que nos risques sont identifiés et est-ce qu'on gère nos risques actuellement? On va, pour ça, pouvoir utiliser différents modèles. Celui-ci, c'est celui de COVID. Donc, où on va finalement, en utilisant les scénarios, en définissant donc, ce qu'on appelle des événements, imaginez ce que nous, on appelle des aléas. Donc, un certain nombre d'aléas types. Et on va identifier si, dans ces situations-là, le risque serait acceptable ou inacceptable. Et on les a identifiés ici, dans le modèle de COVID, en fonction de trois couleurs, si vous voulez. Donc, les risques acceptables qui sont en vert, les risques inacceptables qui sont en jaune, et les risques qui sont vraiment, vraiment inacceptables qui sont en rouge. Donc, si vous voulez une échelle, on est ici dans une échelle de type ordinaire, dans laquelle on a identifié 3 niveaux, donc à partir d'un risque acceptable jusqu'à un risque inacceptable. Tout à l'heure, quand je vais vous parler des métriques, moi, je vais plutôt vous proposer d'utiliser une échelle continue pour utiliser ça. C'est-à-dire qu'on va parler des étapes à suivre et certaines étapes, c'est l'utilisation de focus group ou de brainstorming. Et plutôt que d'utiliser ça, moi, ce que je propose, c'est d'utiliser plutôt une échelle à curseur. On en a déjà parlé. Donc, l'échelle à curseur où on va finalement demander aux gens de dire, bien, vous, sur une échelle qui part à un bout de acceptable et à l'autre bout de très inacceptable, où est-ce que vous positionnerez cet élément-là? Donc, c'est comme ça plutôt qu'on va le faire. Moi, personnellement, je trouve que ça fonctionne mieux. Maintenant, ça respecte quand même l'esprit de ce qui est présenté ici. C'est juste une façon un petit peu différente de le faire, que moi, je trouve qui, dans des rencontres de groupe, par exemple, se gère mieux. Parce que nous, ici, c'est un concept qu'on devrait tous bien maîtriser, l'appétence au risque. On peut utiliser peut-être des mots différents. On peut parler d'appétit pour le risque. On peut parler aussi de tolérance au risque, ce qui serait un synonyme. Donc, quelle est la tolérance au risque de l'organisation en relation à ce type d'aléa? Donc, je vais leur présenter, par exemple, des exemples. Voici un aléa potentiel. C'est quoi votre tolérance au risque par rapport à ce type d'aléa-là? Ça pourrait être, je ne sais pas moi, on peut présenter, par exemple, un vol
de données clients dans l'entreprise. Et certains vont vous dire, ben moi, je pense qu'un vol de données clients, si on vole, par exemple, 10 données clients, des données de 10 clients, est-ce que pour vous, c'est acceptable? Oui. Si on 100 clients, est-ce que c'est acceptable? Oui. 1000, non. Donc, la tolérance au risque de l'organisation est quelque part entre 100 et 1000. Si on ne maîtrise pas le concept de l'appétence, par exemple. Et on va faire ça avec différents types d'aléas, différents types de scénarios pour essayer de jauger où se situe l'appétence au risque de l'organisation. Parce que plus tard, quand on va vouloir prendre des décisions, l'appétence va être importante. Ça va être un élément important du processus de prise de décision. À partir de où le risque devient inacceptable, c'est un élément qui est extrêmement important pour nous. Mais ce n'est pas quelque chose qui devrait être décidé par l'analyse de risque. C'est quelque chose qui devrait être déterminé par ce que moi j'appelle le comité de gouvernance du risque. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un organisme dans l'organisation, il doit y avoir un groupe dans l'organisation qui a la responsabilité ultime de ça. Donc, on propose évidemment beaucoup dans la littérature, que ce soit le conseil d'administration. Moi, ce que je vous suggère plutôt, c'est de créer un comité de gouvernance. Donc, qui pourrait être composé de certains membres du conseil d'administration, de la direction générale, des départements des finances, de la vérification interne, par exemple, et donc de gens qui ont peut-être une compréhension des enjeux de gouvernance informationnelle dans l'organisation ou du risque, la gestion du risque d'entreprise dans l'organisation, ce comité de gouvernance-là va se rapporter au conseil d'administration. Donc, d'avoir des gens qui risquent d'être mieux en mesure de comprendre la problématique, le vocabulaire et les objectifs de ce que nous, on essaye de faire. Et ça rentre dans le cadre donc de l'EDM 3.2, donc la direction de comment on va diriger la gestion de risque dans l'entreprise. Donc, plutôt que ce soit directement le CA, moi, je propose plutôt de créer une entité sous le CA qui va être le comité de gouvernance. Et qui va s'occuper aussi, qui va nous aider en tant que spécialiste à diriger la mise en place de pratiques exemplaires de gestion et en particulier de pratiques exemplaires de gestion du risque. Et qu'est-ce que ça veut dire, la gestion l'utilisation de pratiques exemplaires? Bien, ça veut dire, entre autres, se fier à des référentiels qui sont connus, qui sont reconnus. D'utiliser, par exemple, des méthodologies comme Octave, comme MEHARI, comme COVID-5 for Risk, plutôt que de créer sa propre méthodologie. Ça fait partie des pratiques exemplaires. Se référer à des normes comme COVID-5, comme ITIL, comme ISO 27001, 27002, pour construire ces processus de gestion de risque. Donc là, on est toujours ici dans la phase donc, de préparation du terrain. Donc, dans la phase de préparation du terrain, donc, il y a un certain nombre d'activités plus spécifiques. Donc, je vous ai mentionné le EDM 01, le EDM 02, mais disons de façon plus précise, il y a un certain nombre de choses qui, selon moi, doivent être faites, comme par exemple un inventaire des actifs informationnels, de catégoriser, donc de faire l'inventaire de tous nos actifs informationnels, mais aussi de les catégoriser. Et ça non plus, ce n'est pas des choses qu'on va couvrir ici dans le cours. On va identifier les interdépendances entre les différents actifs informationnels, c'est-à-dire les systèmes d'information, les rôles et responsabilités, les processus d'affaires, les données de l'organisation. Donc, c'est les liens entre toutes ces choses-là. Avant de démarrer l'analyse de risque, on va créer un comité de projet. Donc, le comité de projet qui va se rapporter au comité de gouvernance, mais qui va être spécifiquement responsable du projet, géré comme un projet selon le PMBOK, puis le PMR, puis le PMP. Donc, on va vraiment créer un projet qui va être de faire l'analyse de risque. Et dans le cadre de la création de ce projet-là, donc avec des livrables, avec des délais, avec des budgets, on va créer un comité qui va être responsable de ce projet-là. Donc, qui pourrait inclure des gens qui font partie du comité de gouvernance, qui devrait certainement en inclure au moins un ou deux, mais qui va inclure aussi les gens qui vont vraiment participer à l'analyse de risque.
Donc, qui ne sont pas nécessairement les gens du comité de gouvernance. Parce qu'on fait l'analyse de risque, le comité de projet fait l'analyse de risque et la soumet au comité de gouvernance qui va l'évaluer, qui va faire des commentaires, qui va peut-être demander un certain nombre de modifications. Ça va revenir au comité de projet pour revalider tout ça. Une fois que ça va être validé, que ça va être approuvé par le comité de gouvernance, ça va ensuite être présenté au conseil d'administration. Donc, il y a vraiment un processus avec des checks and balances, on dirait en anglais, donc avec un certain nombre d'étapes, un certain nombre de processus pour valider, pour s'assurer de la validité, de la fiabilité de nos résultats. Donc, le comité de projet va créer un plan de projet. Il va y avoir un gestionnaire de projet qui, selon moi, devrait être l'analyse de risque. C'est-à-dire vous, la personne qui va faire l'analyse, qui va superviser ou coordonner l'analyse de risque. Donc, logiquement, vous seriez le chef de projet de ce projet-là, donc pour exécuter le plan de projet qui va avoir été fait. Déterminer les cadres de gestion, c'est-à-dire décider c'est quoi les cadres de gestion auxquels nous, on va faire affaire pour notre processus. Donc, j'ai parlé de ITIL, j'ai parlé de ISO 27002, par exemple, j'ai parlé de COBIT. Il pourrait y en avoir d'autres. Je ne sais pas si vous êtes, par exemple, PCI, ou si vous êtes des objectifs de, je ne sais pas moi, BAL 2 ou BAL 3 ou d'autres obligations contractuelles ou réglementaires. Vous pourriez donc avoir à utiliser d'autres cadres de gestion. Et finalement, on va faire un état de la situation. Donc, où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? Ce qui pourrait aussi être combiné à un audit. Donc, généralement, comme on a déjà parlé, l'analyse de risque, c'est cyclique, au moins une par cycle financier, une par année financière. Donc, logiquement, en fin de cycle, on va avoir une vérif qui va se faire, on va avoir un audit qui va se faire, et donc on a notre audit à ce moment-là. Mais si on n'en a jamais fait, si on n'a jamais fait d'analyse de risque, c'est la première fois, ben, on devrait avoir au moins un état de la situation actuelle. Donc, c'est quoi notre situation aujourd'hui, au moment où on démarre notre analyse de risque. Donc, essentiellement, si vous voulez, là, toutes les étapes ce que moi je vous présente dans mon PowerPoint, là, ça pourrait être mis dans un Microsoft Project, dans un Gantt, une série d'activités. Donc là, on a fait la phase de préparation. On arrive ensuite dans la phase d'identification. Vous vous rappelez qu'on parlait toujours de IPM, identification, priorisation, mobilisation. Donc moi, ce que je vais vous présenter, donc, c'est le COBIT 5, for Risk, en référence à notre cadre théorique du cours, qui est le processus IPM. Donc, dans COBIT 5, on ne parle pas du processus IPM. On décline pas les éléments en fonction d'un processus d'identification, priorisation, mobilisation. Mais comme je vous ai dit déjà dans le passé, quelle que soit la méthodologie d'analyse de risque qu'on prend, on devrait normalement retrouver ces étapes principales-là. Ce cadre théorique-là devrait se retrouver dans chacune des méthodes. Et c'est effectivement le cas dans le COBIT 5. J'ai fait quelques petits ajustements, mais vraiment mineurs. C'est-à-dire qu'il y a quelques cas où on a certaines des étapes, mettons le APO 12.4.4.1, bon, où c'était pour une question de logique d'exécution, c'était mieux des fois juste de le déplacer un petit peu. C'est-à-dire pas nécessairement de les faire exactement dans l'ordre qui se retrouve dans la norme COBIT 5 for Risk. Donc, il y a quelques-unes des étapes, vous allez peut-être le remarquer quand vous allez les lire, comme on passe de 12.4.1 à 12.5, par exemple, puis après ça, on revient à 12.4.2. Des choses comme des petites variations comme ça. Mais c'est juste pour qu'il y ait un meilleur flow. Hein, parce qu'à un moment donné, des fois, on doit rencontrer des gens, on doit discuter avec des gens de certains aspects. C'est logique de faire certains autres en même temps. Donc, par exemple, quand on crée les scénarios, bien, en même temps qu'on crée les scénarios, si on peut se donner des indicateurs de risque en même temps, on va sauver un petit peu de temps plus tard. Alors que dans les faits, les scénarios, les indicateurs de risque se retrouvent quelques étapes plus loin. Mais ça, c'est juste quelques petits aménagements mineurs, juste pour que ça s'exécute mieux quand on le fait dans un contexte d'entreprise. Donc, c'est dans la phase d'identification donc, qu'on va arriver au scénario de risque. Donc, je vous avertis tout de suite, nous, dans le cours ce soir, là, c'est juste ça qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va passer au travers de la phase d'identification, puis on va se rendre jusqu'au scénario de risque, puis on va parler un petit peu des métriques. Je vais commencer tout de suite ce soir à introduire les métriques, parce que ça, c'est compliqué.
Parce que quand on parle de métrique, on parle de mesure, et nécessairement, on arrive dans les calculs. Et là, quand on commence à arriver dans les calculs, il y a beaucoup de discussions en général. Il y a beaucoup de questions de la part des étudiants sur les métriques. Pourquoi telle métrique, pourquoi pas telle autre? Et comment on mesure ceci, comment on mesure cela? Et comment on arrive à se créer un indicateur agrégé, donc qui va récupérer les contenus des différents éléments. Je peux tout de suite peut-être vous vendre le punch en vous disant que, n'oubliez pas qu'on a un cadre théorique de ce qu'est le risque, on a une définition, on a un triangle du risque, dans lequel on va retrouver les composantes fondamentales du risque, c'est-à-dire l'aléa, la vulnérabilité et l'impact, n'est-ce pas? Donc, c'est nécessairement dans notre formule, notre indicateur agrégé qui va reprendre ces éléments-là. Bon, on va retrouver quelque chose qui va intégrer ensemble. Est-ce qu'il y a une menace? Est-ce qu'il y a une vulnérabilité? Est-ce qu'il y a un impact? Et on va se créer un indicateur, donc, qui va être composé de ces éléments-là. Il n'y aura pas juste ça, mais c'est sûr qu'on va retrouver ça. Donc, c'est sûr qu'on va retrouver, dans nos indicateurs, on va retrouver des éléments qui vont nous amener à nous questionner sur la probabilité d'un aléa, la probabilité qu'une vulnérabilité soit exploitée, l'intensité du dommage qui pourrait en résulter, compte tenu de l'utilité attendue. Et on va introduire aussi un autre concept qui va être celui de la résilience, qui va nous aider donc à se créer un indicateur de risque dans l'organisation. On va comparer ça à notre tolérance, donc on va se donner une façon de comparer notre indicateur avec notre tolérance, et on va se donner des indicateurs qui vont nous permettre de mesurer l'effet de mesures de mitigation de risque. Donc, dans la phase d'identification, on va retrouver donc les éléments APO 01.1, APO 01.2, APO 12.01.1, APO 12.01.2, APO 12.01.3, 12.01.4 et 12.02, l'analyse de risque. Donc, quand vous allez dans la documentation de COVID-5 for Risk, la façon dont ça vous est présenté, c'est comme ceci. Donc, ça, c'est le tableau là, qui est une capture d'image donc, du document COVID de l'ISACA, où donc on retrouve ici l'ensemble des étapes, les livrables, d'où l'information vient et tout ça. Donc, ça, c'est ce que moi j'ai traduit en français. C'est l'ensemble de ces étapes-là. Donc, c'est ce que vous allez retrouver sur Internet quand vous allez voir donc, les documents que j'ai mis disponibles. Donc, vous allez retrouver une traduction donc, de ces étapes-là. Et on ne repassera pas nécessairement dans le détail au travers chacun de ceux-là, mais on va en discuter donc, en fonction de la façon dont nous, on va vouloir les appliquer donc, dans un contexte d'entreprise. Donc ça, si ça vous intéresse, dans le Risk IT, c'était le RE1. C'est tout ce qu'on retrouvait au niveau du RE1. Donc, on va devoir, donc dans le APO, oui, on va retrouver dans le APO 12.1.1 la mise en place d'une méthode pour la collecte, la classification et l'analyse des risques, qui va devoir donc tenir compte de plusieurs types d'aléas, de plusieurs types de risques et des facteurs de risque. Plus spécifiquement, donc il y a vraiment des étapes. Hein. Vous voyez comment ça peut se mettre dans un plan de projet, là? On a vraiment des étapes. Donc, on est dans, si vous voulez, le APO 12.1.1, c'est comme le chapeau. Et à l'intérieur sous ce chapeau-là, donc, on a un ensemble d'étapes plus pointues. Donc, dans le APO 12.1.1.1, on va se questionner sur notre modèle de collecte. C'est-à-dire, quel est le modèle de collecte d'informations qu'on a en place dans l'organisation. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on va ramasser de l'information sur nos aléas? Comment est-ce qu'on va ramasser de l'information sur nos vulnérabilités? Comment est-ce qu'on va ramasser de l'information sur les impacts? Donc, on va devoir, puisque, comme on a déjà parlé, fondamentalement, il y a deux approches, non scientifique et scientifique. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre une approche qui, fondamentalement, est non scientifique et l'amener à ce qu'elle devienne scientifique. Et pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des formalismes. C'est-à-dire qu'on définit comment est-ce qu'on va faire
chacune des étapes. Et d'abord, ici, on va se questionner sur comment est-ce qu'on va faire la cueillette d'informations sur l'ensemble des informations qui sont utiles pour prendre des décisions sur le risque. Et comme on sait que le risque est composé à la base d'aléas, de vulnérabilité et d'impact, donc on va se demander comment est-ce qu'on va aller chercher des informations sur ça. On va ensuite vouloir créer des scénarios et on va définir comment est-ce qu'on va aller chercher de l'information sur nos scénarios. On va se questionner sur ça, mais on va surtout répondre à ces questions-là. C'est-à-dire, on va documenter le processus. On va commencer à faire la rédaction d'un document qui va faire partie de notre document final de notre analyse de risque, qui répond à cette question-là, qui décrit comment nous, on va chercher de l'information sur les composantes du risque dans notre organisation. Et c'est vraiment très important que tout ça soit documenté dans le cadre de notre projet. On va se questionner sur qu'est-ce qui est dans notre périmètre, qu'est-ce qui est inclus dans notre analyse de risque. Et ça va évidemment changer à chaque fois. À chacun des projets, mon périmètre il va changer. Comme mes méthodes de collecte de données peuvent changer, puisque je peux me rendre compte que j'ai fait des erreurs, j'ai oublié certaines choses. Donc, dans un prochain cycle, je vais améliorer mon travail en modifiant mes méthodes de collecte de données, puis surtout mes sources d'informations. Mon périmètre aussi va évoluer. Donc, dans un contexte d'une première analyse de risque, je vais probablement vouloir garder mon périmètre assez limité. Mais ça peut être aussi pour répondre à des besoins d'affaires. Donc, par exemple, j'ai un besoin d'affaires relié à l'exécution d'un contrat pour un client, et le client me demande une analyse de risque sur un système d'information particulier, ou sur une solution peut-être que j'offre à mes clients, et on me demande de faire une analyse de risque sur cette solution-là, dans un contexte de l'utilisation de ce système-là chez mon client. On peut me demander, dans le cadre, par exemple, d'une certification PCI, on peut me demander de faire une analyse de risque reliée à certains systèmes d'information, reliés, par exemple, au traitement des cartes de crédit ou au système de paiement. Donc, à ce moment-là, c'est ce qui va définir mon périmètre. Et donc, c'est important que non seulement mon périmètre soit bien identifié, mais surtout qu'il soit documenté. Parce qu'à un moment donné, quand on fait notre analyse de risque, par exemple, quand on va créer nos scénarios, on va devoir se questionner sur est-ce que ce scénario-là, il est dans notre périmètre. Si le scénario est dans notre périmètre, ça va très bien. Mais si notre scénario qu'on a développé, même s'il est super intéressant, s'il ne rentre pas dans notre périmètre, on va devoir l'éliminer. Ensuite, on va devoir définir une façon de catégoriser et d'analyser les risques. Puisque quand on peut catégoriser les risques, quand on peut mettre différents risques à l'intérieur d'une même catégorie, on peut, à ce moment-là, faire des traitements qui sont similaires pour ces risques-là. Je ne sais pas, moi, j'identifie, mettons, 50 scénarios de risque, mais mes 50 scénarios de risque, je peux les inclure dans 10 catégories. À ce moment-là, je vais réduire mon nombre de scénarios de risque à 10 scénarios de risque. Puisqu'à un moment donné, quand je vais déterminer c'est quoi l'effort que je veux mettre dans mon analyse de risque, si je veux que mon analyse de risque soit réalisée en, disons, 20 jours, bien, je ne peux pas traiter 50 scénarios de risque en 20 jours. Donc, si je peux les catégoriser et offrir des traitements groupés ou par catégorie, à ce moment-là, ça devient plus plausible, plus réaliste, compte tenu des efforts que moi, je suis prêt à mettre dans mon analyse. Donc, je vais me questionner sur c'est quoi les méthodes, c'est quoi les outils, c'est quoi les processus d'affaires dont moi, je vais me doter pour être en mesure de catégoriser mes risques et ensuite sur comment je vais les analyser, ces risques-là. Le périmètre devrait faire partie, d'une certaine façon, du contrat que le comité de gouvernance va donner au comité de projet. Donc, ici, là, on n'est pas encore allé rencontrer des utilisateurs, on n'est pas encore allé rencontrer des unités d'affaires. On est à l'intérieur du comité de gouvernance et du comité de projet ici. Donc, le comité de gouvernance va donner un mandat au comité de projet. Le comité de projet va répondre à ces questions-là. Le gestionnaire de projet, c'est-à-dire l'analyse de risque, va aller présenter ça au comité de gouvernance, puis va faire valider par le comité de gouvernance les réponses à ces questions-là. Avant qu'on puisse déjà procéder à faire l'analyse de risque elle-même, qui elle arrive un petit peu plus tard, au 12.4, je crois, où on va commencer à faire l'analyse de risque elle-même.
on va se questionner sur, donc au APO 12.1.1.2, sur comment est-ce qu'on va s'assurer d'avoir une bonne couverture des différents risques. C'est-à-dire des mécanismes qu'on va mettre en place des mécanismes de contrôle qu'on va mettre en place pour s'assurer qu'on a une bonne couverture. On va se questionner sur est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce que ces mécanismes-là, est-ce que ces processus-là sont suffisants en fonction des risques qu'on a? Et est-ce que les scénarios de risque qu'on va vouloir considérer, ils sont dans le périmètre de l'étude? C'est-à-dire quel processus on va mettre en place quand on va créer nos scénarios de risque, qu'on va valider nos scénarios de risque pour nous assurer qu'ils sont bien à l'intérieur de notre périmètre. Donc, parce qu'on ne veut pas ressortir de notre périmètre. Notre périmètre, c'est notre mandat. Donc, on veut s'assurer donc de respecter notre mandat. On va se questionner sur l'approche systématique. Donc, on veut s'assurer que l'approche qu'on va utiliser dans l'organisation, que c'est nécessairement une approche systématique. Donc, pour réduire les biais. On va se questionner sur les sources de données probantes. Donc, on veut que le processus soit le plus scientifique possible. Comme on l'a déjà dit souvent, la meilleure source de données scientifiques, ce sont des données probantes, c'est-à-dire des données réelles, fiables, vérifiables, qui proviennent de l'organisation. Donc, pour l'ensemble des scénarios, pour l'ensemble des risques qu'on a utilisés, qu'on a définis, pour l'ensemble des aléas, des vulnérabilités, des impacts, est-ce qu'on a identifié des sources de données probantes pour ces éléments-là? Et quand on les a identifiés, est-ce que c'est ces sources-là qu'on a utilisées? Sinon, on est dans une approche moins scientifique, non scientifique ou qualitative. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a mis en place pour limiter les biais? Est-ce qu'on a des processus? Donc, nous, quand on va parler donc, de la création des scénarios et surtout de la création des métriques, bien, moi, je vais vous proposer certaines approches génériques. Parce que comme je vous ai dit déjà, nous, on est dans une approche générique dans un contexte éducationnel. Donc, dans le contexte réel d'une entreprise, ça ne sera pas exactement les mêmes mécanismes que nous, on va avoir discuté ici. Vous allez pouvoir vous inspirer de ces mécanismes-là pour mettre en place. Mais vous allez devoir vous questionner sur les mécanismes tels que vous allez les mettre en place dans votre organisation ou chez votre client, que ces mécanismes-là, vous avez prévu des façons de contrôler les biais. Donc, de limiter l'effet que peut avoir, par exemple, le point de vue particulier d'un individu particulier dans une situation particulière. On était rendu donc au APO 12.1.1.4. Donc, quels sont les critères que vous avez mis en place pour vous assurer que le modèle que vous utilisez puisse soutenir la mesure et l'évaluation? Et est-ce que vous faites la promotion d'une culture du risque dans l'organisation? Donc, comment, par exemple, la façon dont vous allez utiliser les résultats de l'analyse de risque, ça peut être un outil pour faire la culture, pour alimenter une culture du risque dans l'organisation. On arrive ensuite à la prochaine étape. Donc, le APO 12.1.2, c'est-à-dire là, on va relever des données sur l'environnement d'exploitation. Donc, on va chercher à identifier des données pertinentes sur l'environnement interne et externe de l'organisation. Donc, on va se poser un certain nombre de questions, toujours. Dans le APO 12.1.2.1, quelles sont les données sur l'environnement d'exploitation de l'organisation qui pourraient jouer un rôle important dans la gestion des risques informationnels? Et avons-nous suffisamment d'informations pour prendre une décision? Ensuite, APO 12.1.2.2. Avons-nous consulté toutes les parties prenantes au sein de l'organisation? Par exemple, les services juridiques, l'AUDI, la conformité, le Chief Information Officer. Et quelles sont les autres parties que nous pourrions consulter? C'est-à-dire, qui d'autre dans l'organisation, par rapport à notre périmètre, en relation à le périmètre de notre analyse de risque, c'est qui les autres personnes qui ne sont pas incluses et qu'on pourrait vouloir inclure? Tout ça fait partie des éléments qui vont être validés, qui vont être mis en place par le comité de projet, qui vont être validés par le comité de gouvernance. Donc, ce n'est pas juste de le faire, c'est de le documenter. Et parce qu'après ça, quand on va présenter ça au comité de gouvernance, on va leur demander donc de valider, voici ce qu'on va faire, voici comment on va le faire, voici c'est qui les gens qu'on va aller rencontrer pour faire notre analyse de risque, à qui on va aller poser des questions. 12.1.2.3, les principales sources de revenus,
les systèmes informatiques externes, la responsabilité légale réglementaire, nos concurrents, les tendances de l'industrie, la maturité de l'activité et des capacités TI, et les questions géopolitiques. Donc tout ça, finalement, ça revient à définir nos objectifs. Vous vous souvenez quand on a parlé du cadre théorique, on a parlé de nos objectifs de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité, qui nous proviennent de nos objectifs d'affaires, de notre cadre réglementaire, de nos obligations légales, contractuelles et tout ça. Bien, c'est de ça qu'on parle ici, là. Donc, c'est des éléments de notre cadre théorique qu'on vient repositionner dans notre cadre opérationnel sur quoi on va se baser pour être en mesure de prendre nos décisions. Donc, c'est quoi les éléments qui sont importants pour nous et qui vont nous amener donc à prendre des décisions. Le APO 12.1.2.4 et le APO 12.1.3, donc que j'ai combiné ici, a-t-on identifié les données historiques? Est-ce qu'on a des données historiques sur le risque? Est-ce qu'on a un registre du risque, par exemple? Est-ce qu'on a un registre d'incidents? Est-ce qu'on a des logs? Est-ce qu'on a des event logs? Ou est-ce qu'on a des analyses de vulnérabilité? Ou est-ce qu'on a des rapports de consultants? Est-ce qu'on a... Bon, toutes ces sources d'informations-là qui sont des données probantes, qui sont nos données historiques, donc réelles. Donc, est-ce qu'on les connaît, ces données-là? Est-ce qu'on sait comment on peut les obtenir, ces données-là? Où elles sont? Quelle information est-ce qu'on a sur des entreprises similaires à la nôtre, sur des problématiques de gestion de risque qu'eux ont eues? Donc, les pertes de l'industrie. Et est-ce qu'on a des sources de données probantes sur l'industrie? Vous vous souvenez, précédemment, on a parlé de registres d'industrie particulières, entre autres quand on parlait du pétrole, de pipeline et de choses comme ça. Donc, ça existe, par exemple, dans le transport ferroviaire ou dans le transport aérien, par exemple, il y a des registres. Donc, est-ce que ce genre de registre-là existe dans notre industrie et où est-ce qu'on peut obtenir ces informations-là? Donc, pour s'assurer qu'on va en tenir compte dans notre analyse de risque. Est-ce qu'on a des données probantes d'aléas? Donc, des données probantes par rapport à notre organisation. Est-ce qu'on a des informations sur les incidents? On parlait tout à l'heure de registre d'incidents. Donc, est-ce qu'on a des informations sur ça? Est-ce qu'on a des données probantes sur des aléas passés et des aléas envisagés? Donc, d'ensemble de données probantes qu'on pourrait avoir par rapport à notre entreprise. Donc, les données probantes, est-ce qu'elles sont organisées, est-ce qu'elles sont structurées de façon à ce qu'on puisse identifier les facteurs contributifs? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses, des points communs par rapport aux différents aléas ou par rapport aux données qu'on a dans notre entreprise? Quelles étaient les conditions existantes ou préexistantes ou qui n'existaient pas lorsque l'aléa est survenu? Par exemple, est-ce qu'on avait un antivirus puis on a eu une attaque de virus? Est-ce qu'on a eu une attaque de virus sur nos serveurs? Est-ce qu'on avait des antivirus sur nos serveurs? Comment est-ce que ces conditions-là ont affecté la fréquence et l'ampleur des pertes? On est toujours en relation à nos données historiques ici. Et finalement, quels sont les facteurs communs aux différents aléas? Est-ce qu'on a effectué dans le passé des analyses de vulnérabilité? Donc, sont où ces données-là? Est-ce qu'on peut récupérer ces données-là? Je vous rappelle ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait l'analyse de risque? C'est important de se le rappeler. Donc, on fait l'analyse de risque pour nous donner des outils d'aide à la prise de décision. On utilise une méthodologie d'analyse de risque pour limiter la subjectivité et pour contrôler les biais. Donc, on veut rendre notre approche le plus scientifique possible. C'est ça qu'on cherche à faire. Donc, c'est l'objectif donc, d'utiliser une approche le plus scientifique possible pour nous aider à prendre des décisions dans un contexte organisationnel. Donc, on est ici dans le APO 12.2. Donc, voici la façon dont vous allez le retrouver dans le document COVID-5 for Risk. Donc, moi, comme je vous ai dit, je l'ai traduit. On est ici à l'intérieur de la gestion de risque d'entreprise, mais dans une fonction transversale, ce que vous retrouvez en bas ici, de technologie de l'information, donc comme activité de support qui recoupe différentes activités primaires de l'organisation. N'est-ce pas? Donc, la gestion du risque informationnel est définie comme un sous-ensemble de la gestion de risque d'entreprise parce que les technologies de l'information
recoupe l'ensemble des unités organisationnelles, des unités d'affaires de l'organisation. Donc, on débute avec le APO 12.2.1, c'est-à-dire la définition du scope. Donc, ce qui nous ramène à notre périmètre de tout à l'heure. Donc, on veut définir ce qu'on appelle en anglais le scope, c'est-à-dire l'envergure qu'on veut donner à notre effort. Comment d'énergie qu'on veut mettre dans notre analyse de risque. Je vous ai dit, pour moi, une analyse de risque qui durerait plus que 3 mois est essentiellement inutile. C'est trop long. C'est trop long. Parce qu'on veut que ça rentre à l'intérieur d'un cycle budgétaire qui est de 12 mois. Si l'analyse de risque prend 3 mois sur 12 mois, ça devient difficile après ça d'utiliser comme un outil d'aide à la prise de décision. Maintenant, évidemment, ce que je vous dis là, c'est générique, c'est en général. C'est certain qu'on pourrait arriver à des cas précis, à des cas particuliers, où la réponse pourrait être que oui, une analyse de risque qui dure 3 mois, ça peut être acceptable. Comme, pourquoi pas, dans un projet qui va durer 10 ans, où on va faire une analyse de risque de projet, que ça prenne 6 mois faire l'analyse de risque, c'est possible. Ça pourrait être raisonnable dans le contexte. Moi, ce que je vous parle, quand je vous parle de 1 à 3 mois, je vous parle dans une perspective de gestion de risque informationnel à l'intérieur d'activités informatiques, technologiques, de gestion de l'information, dans un processus d'entreprise avec un cycle budgétaire d'1 an. Donc, dans ce contexte-là, c'est là que je vous dis que pour moi, le scope et l'effort qui devrait être mis là-dessus, en général, ne devrait pas être plus que l'équivalent peut-être un petit peu plus qu'un mois d'effort. Mais l'effort va vouloir tenir compte aussi d'un certain nombre de facteurs, comme les vulnérabilités qu'on a identifiées, comme la criticité des actifs informationnels et l'importance, donc la criticité des actifs informationnels dans l'exécution de nos processus d'affaires. Je vous disais un projet d'1 an avec des actifs critiques, avec un périmètre de système d'information stratégique dans l'organisation. Ça peut être justifié que l'effort soit plus significatif que si je fais une analyse de risque, par exemple, sur mon périmètre d'un système d'information, comme, je ne sais pas moi, mon serveur, mon site Internet, par exemple. Donc, il faut vraiment s'assurer que c'est raisonnable. Il faut s'assurer aussi qu'on respecte un bon rapport coût-bénéfice. C'est-à-dire le coût de l'analyse de risque par rapport aux bénéfices organisationnels que ça va nous apporter. Donc, c'est important de considérer ça. Et ça doit être défini dans le cadre de mon projet. Donc, de façon plus détaillée, APO 12.2.1.1, quelle est la profondeur attendue des efforts d'analyse de risque? Est-ce qu'on considère un large éventail d'options? C'est-à-dire, par exemple, dans l'utilisation et la création de mes scénarios. Est-ce que j'ai un éventail de scénarios qui me permettent de bien analyser le risque par rapport à mon périmètre? Est-ce que c'est proportionnel par rapport à l'organisation, mais est-ce que c'est proportionnel par rapport au niveau de maturité de l'organisation en gestion de risque? Si le niveau de maturité est bas, ça ne serait pas logique d'utiliser 50 scénarios pour faire une analyse de risque. Si le niveau de maturité est bas, probablement qu'une dizaine de scénarios serait suffisant. Parce que vous ne serez pas capable d'en faire plus. Parce qu'à un moment donné, l'effort que vous allez mettre par rapport aux bénéfices que vous pouvez espérer en tirer sont pas significatifs si déjà votre niveau de maturité il est très bas. Dans le fond, si votre niveau de maturité est très bas, si vous réussissez à faire monter le niveau de maturité par le questionnement que vous allez avoir sur le risque, ça va déjà être une réussite. Alors que si votre niveau de maturité est très élevé, donc probablement pas dans une première analyse de risque, mais quand vous en aurez fait peut-être 2, 3, déjà votre niveau de maturité va commencer à augmenter. À ce moment-là, les efforts que vous allez mettre, par exemple le nombre de scénarios de risque que vous allez considérer dans votre analyse de risque, puisse permettre d'être plus élevé. Est-ce qu'on a identifié les vulnérabilités pertinentes? Est-ce qu'on a identifié la criticité des actifs informationnels pour l'organisation? Est-ce qu'on a identifié les déclencheurs des aléas sur le terrain? Donc, qu'est-ce qui est l'élément déclencheur qui va faire qu'un aléa pourrait se matérialiser, par exemple? Est-ce qu'on s'est fixé des objectifs d'optimisation des efforts d'analyse de risque?
Est-ce qu'on a favorisé une vue étendue basée sur les processus d'affaires, les extrants et les structures internes de l'organisation? Est-ce que la portée de l'analyse de risque tient compte de la criticité pour l'organisation, du coût des mesures par rapport à la valeur des actifs informationnels, de la réduction de l'incertitude et de nos exigences réglementaires? Donc, si je prends par exemple le coût des mesures par rapport à la valeur des actifs, mettons que j'ai un serveur, mon actif informationnel qui est inclus dans mon périmètre, c'est un serveur de courriel par exemple, puis mon serveur de courriel, il coûte 2000 $. Et ça ne serait pas logique, sur cette base-là seulement, d'investir 20 000 $ en mesure de mitigation de risque. Ce ne serait pas raisonnable. Bon, c'est sûr que quand on parle de courriel, il pourrait y avoir des risques réputationnels, il pourrait y avoir d'autres éléments là, que je n'inclus pas ici, mais si je me base seulement sur l'aspect du coût. Donc, c'est pour ça que ce n'est peut-être pas le meilleur exemple, là, mais ça vous donne une idée quand même. Par rapport à l'utilité attendue d'un actif informationnel, il faut considérer l'importance des mesures de mitigation de risque. Donc, plus tard, quand on va arriver dans notre analyse, quand on va identifier des mesures de mitigation de risque, on va identifier un coût associé à ces mesures de mitigation de risque-là, et on va se questionner sur la pertinence de ces coûts-là par rapport à l'utilité attendue de l'actif informationnel. Donc, c'est quelque chose qui va nous servir plus tard dans le processus décisionnel. Ensuite, on est dans le APO 12.3.2, c'est-à-dire de chercher à définir un consensus sur les éléments qui sont essentiels à l'atteinte des objectifs de l'organisation. Évidemment, en tenant compte de notre périmètre. Donc, quels sont les services informatiques qui sont essentiels à l'organisation? Quelles sont les infrastructures informatiques qui sont essentielles à l'organisation? On doit se questionner là-dessus. Quelles sont les dépendances entre les technologies d'information et nos processus d'affaires? Et particulièrement, c'est quoi nos maillons faibles? Parce qu'évidemment, c'est le maillon faible qui est l'élément le plus vulnérable. Donc, c'est le maillon faible relié à l'élément déclencheur qui pourrait être à la source de la matérialisation du risque. Et finalement, a-t-on un consensus des unités d'affaires et des gestionnaires TI sur les actifs informationnels critiques? Donc, une fois qu'on s'est entendu sur les grandes lignes, dans le fond, c'est ça qu'on a fait, là, on peut commencer à penser à créer des scénarios de risque. Donc, quand on crée nos scénarios de risque, donc on est ici à cette étape-là. Donc, on va créer les scénarios de risque. Il faut d'abord comprendre un peu c'est quoi un scénario, la description d'un aléa, d'un événement, d'une séquence d'événements qui résulte de l'exploitation d'une vulnérabilité par une menace et dont le résultat est un impact négatif. Donc, en fait, c'est similaire à la définition qu'on trouve dans COVID-5, sauf qu'il y a une nuance dans COVID-5. La nuance dans COVID-5, parce qu'on utilise la définition anglo-saxonne du mot risque, et le risque peut avoir un impact qui peut être positif ou négatif. Et dans COVID-5, ce qui est différent de ce dont on a parlé déjà dans le cours, c'est qu'on va chercher à identifier les effets négatifs, mais aussi les effets positifs. Parce que des fois, on prend un risque parce que ça risque, comme le mot le dit, de nous amener à une meilleure position. Et si on ne prenait pas ce risque-là, on n'aurait pas ce bénéfice-là. Cette augmentation de l'utilité attendue, elle n'arriverait pas si on ne prenait pas le risque. Mais ce n'est pas certain que ça va se produire exactement comme on aurait voulu. Ça se peut que ça se passe mal. Donc, qui ne risque rien n'a rien? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est un peu la question. Si on veut prendre des expressions courantes. Donc, on doit prendre des risques pour arriver à des gains. Et donc, dans COVID-5, ce qui est différent de ce que nous, on a déjà parlé dans les modules précédents, c'est qu'on ne regarde pas seulement les aspects négatifs. Dans la définition de risque de COVID-5, on va aussi chercher à identifier les effets positifs du risque. On a essentiellement deux approches pour créer des scénarios dans COVID-5. C'est-à-dire qu'on a l'approche top-down. Donc, on va partir des objectifs organisationnels pour créer des scénarios. Ou on a l'approche bottom-up. C'est-à-dire qu'on va partir des scénarios génériques
et on va adapter aux besoins les scénarios génériques à la réalité de notre entreprise. Donc, COVID-5 nous donne une liste, je ne me souviens plus du nombre exact, là, vous les avez. De toute façon, je vous les ai tous mis, hein, les scénarios génériques, vous les avez vus sur le site. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous les ai mis dans un seul fichier, sur une seule page. Fait que vous pouvez faire du copier-coller à partir de ça. Je pensais que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous si vous voulez l'appliquer en entreprise plus tard. Donc, vous devriez vous faire une copie de ça. Maintenant, je vous ai juste mis la liste. Mais déjà, par le titre, le nom du scénario, ça donne déjà quand même une bonne idée de ce dont il s'agit. Et donc, dans l'approche bottom-up, vous allez vraiment partir à partir des scénarios génériques et vous allez adapter ces scénarios génériques-là à votre situation d'entreprise. Ça sauve du temps. Si votre niveau de maturité est plus bas, ça va être beaucoup plus facile de partir avec les scénarios génériques, de faire vos rencontres de comité de projet en disant, au lieu d'arriver en disant dans une approche, on va créer des scénarios. Donc, parlez-moi de vos expériences, parlez-moi de vos craintes, parlez-moi de qu'est-ce qui se passe, des événements qui sont arrivés dans l'organisation, des choses que vous pensez qui pourraient arriver. Donc, ça, c'est top-down. Au lieu de faire ça, bottom-up, c'est-à-dire, voici tous les scénarios génériques, lesquels là-dedans que vous pensez, qui, par rapport au périmètre de notre analyse de risque, lesquels que vous pensez qui pourraient être intéressants pour nous. En fait, il n'y a aucune approche qui est meilleure que l'autre. Ça dépend de la situation, de la réalité. Ça dépend de l'effort qu'on veut mettre. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'effort qu'on veut mettre dans notre processus, mais c'est clair que si on part des scénarios génériques, on va gagner facilement presque un mois sur notre analyse de risque, dans le fond. Parce que ça peut prendre quand même un certain temps. Il faut créer les scénarios de risque, il faut faire... De toute façon, je vais vous montrer, je vais vous décrire le processus pour faire du top-down. Alors que dans le bottom-up, dans le fond, en 2-3 réunions, on peut passer au travers. Donc, c'est compte tenu de la réalité de l'organisation, de la réalité de l'entreprise, du niveau de maturité toujours, ça peut nous aider beaucoup à choisir. Théoriquement, je vous dirais, je pense que le top-down, c'est probablement mieux, en bout de ligne, quand un certain niveau de maturité a été atteint, de faire du top-down, parce que là, ça va être beaucoup plus près de notre réalité. C'est sûr que les quelques scénarios, il y en a quand même pas mal, mais les scénarios génériques qui sont fournis, c'est générique. Donc, oui, on peut les adapter, oui, on doit les adapter, mais il y a quand même une limite jusqu'où qu'on est capable d'aller avec ça. Donc, comme vous le savez, les scénarios dans la définition COVID doivent inclure les acteurs, les types de menaces, les événements, ce que nous on appelle les aléas, les actifs informationnels considérés et le temps, l'aspect relié au temps, c'est-à-dire la durée, etc. Donc, ça revient à se poser, comme on a déjà fait dans le travail 1, ça revient à se poser la question sur c'est qui, c'est quoi, c'est comment, c'est quand, puis c'est pourquoi. Donc, essentiellement, les scénarios, ça devrait répondre à ces questions-là. Qui, quoi, comment, quand, puis pourquoi. On pourrait même peut-être ajouter le où. Mais le où, par définition, c'est dans le contexte, dans le périmètre de l'étude. Donc, je pense qu'on l'a ça. Donc, vous avez des exemples, je vous en ai mis plusieurs, là, puis on ne passera pas au travers de l'exemple, là, parce que de toute façon, ça se lit très mal à l'écran. Mais dans le scénario, on a une description du scénario, donc il raconte un petit peu la petite histoire de ce qui s'est passé. On a la probabilité de réalisation du scénario, qui évidemment, quand on crée le scénario lui-même, on n'aura pas déjà identifié ça. C'est quoi les impacts potentiels? C'est quoi les mesures de mitigation qui sont déjà en place? Les mesures de mitigation qui ont été déjà envisagées par l'organisation. Et nous, à terme, c'est-à-dire quand on va avoir fini notre analyse de risque, on devrait arriver aussi avec un certain nombre de mesures de mitigation proposées. Parce que finalement, en bout de ligne, on va proposer une analyse de risque qui va servir à élaborer un plan directeur, qui va servir finalement à initier des projets. C'est ça qui va arriver en bout de ligne. C'est-à-dire, nous, on fait notre analyse de risque, on arrive avec une liste de mesures de mitigation, ça va être approuvé par le comité de gouvernance, ça va aller au CA, ils vont nous approuver un budget, puis après ça, on va tout shooter ça à notre PMO, à notre bureau de projet, qui va exécuter, c'est-à-dire qui va mettre en place les mesures. Ce ne sera pas nous, comme analyse de risque, qui va être responsable de la mise en œuvre des mesures. Bon, peut-être qu'on est analyse de risque à temps partiel, puis que le restant de l'année, on est PMO, on est gestionnaire de projet, ça se peut. Mais dans le cadre de notre activité d'analyse de risque, nous, on n'est pas responsable
de la mise en œuvre des recommandations qu'on fait. Donc, comment ça se passe, le scénario, le développement des scénarios, puis qui nous amène à faire l'analyse de risque. Donc, vous allez, à partir de ces 10 scénarios-là, arriver à développer une analyse de risque qui va servir, une fois que ça sera validé, à proposer un portfolio de mesures de risque, donc un ensemble de mesures qu'on va mettre en œuvre dans le cadre de projets en fonction d'un certain budget. Et ça servira donc à élaborer un plan d'action, c'est-à-dire le plan directeur. Donc, c'est les participants, notre comité de projet, les gens de l'organisation, les personnes clés, donc, vont servir à développer les scénarios de risque et nous amener à faire l'analyse de risque à partir des scénarios de risque. Donc, c'est là qu'on va interagir donc, avec notre comité de projet, avec l'ensemble des parties prenantes dans notre organisation, donc qui vont participer à nous donner le matériel, dans le fond, qui va nous servir à notre analyse de risque. Donc, on va faire ça comment? Bien, on va faire des rencontres, d'abord une rencontre de groupe initiale. Donc, je vais identifier qui sont les personnes qui vont contribuer à mes scénarios, si je prends une approche top-down, ou qui sont les personnes qui vont m'aider à déterminer c'est quoi mes scénarios, si je prends une approche bottom-up. Donc, on parle, par exemple, des gens des finances, des gens de services juridiques, des gens de l'informatique, des gens qui représentent les différentes unités de l'organisation, qui doivent être tous représentés à part égale. Donc, si j'ai 10 participants, je peux vous donner un ordre de grandeur, on parle d'à peu près de 7 à 10 participants ici. Donc, si j'ai 10 participants, par exemple, il ne faut pas que j'aille 5 personnes d'informatique, une personne de finance, une personne d'unité d'affaires, une personne de ressources humaines. Parce qu'évidemment, il va y avoir un biais. Toutes les réponses aux questions vont être informatiques. Si on va chercher à établir des consensus, bien, le consensus va être fortement influencé par nos gens d'informatique. Donc, tous les différents groupes à l'intérieur de mon échantillon, des gens qui participent, doivent être représentatifs de la réalité de l'organisation compte tenu du périmètre de l'analyse de risque que je cherche à faire. Et donc, tous ces gens-là, je vais les réunir ensemble dans une salle de conférence. Je vais leur expliquer mes objectifs. Je vais leur expliquer, dans le fond, le EDM 03. Je vais leur expliquer c'est quoi notre situation, donc en référence au EDM 03, notre appétence au risque, etc. Je vais leur expliquer le processus qu'on va faire. Je vais leur expliquer les méthodes de collecte de données, tout ça qu'on a mis en place. Bon, là, on parle d'une réunion de groupe, c'est-à-dire, je vais essayer de tout faire ça en à peu près une demi-heure. De tout leur expliquer ces choses-là, peut-être en leur donnant des documents ou en leur faisant une présentation. Ensuite, je vais donc démarrer un processus de brainstorming. Donc, si je veux chercher à créer des scénarios dans une approche top-down, bien là, je vais faire un brainstorming. Donc, je vais demander à tout le monde, je vais faire des tours de table, je vais demander à tout le monde de donner leurs idées, leurs suggestions, tout ça. Je vais les mettre au tableau. Bon, je vais essayer d'arranger, de structurer des catégories, de mettre les choses ensemble qui vont ensemble, pour arriver, idéalement, à, en quelque part, entre 10 à 30 scénarios qui vont avoir été identifiés. Si je prends une approche bottom-up, ben là, je vais faire le même travail, mais en faisant mon brainstorming à partir de mes scénarios génériques. Donc, compte tenu du périmètre qu'on a, que je viens de vous expliquer, quels sont les scénarios parmi ceux-ci que vous pensez qui sont les plus pertinents pour nous. Et je vais chercher, donc, après ce brainstorming-là, donc de vraiment faire sortir l'ensemble des idées, que tout le monde ait dit ce qu'ils ont à dire. Je vais essayer de créer un consensus sur un certain nombre de choses. Et après ça, je vais faire des rencontres individuelles par rapport à chacun des scénarios en fonction de la pertinence par rapport aux individus. Donc, si j'ai 10 personnes, j'ai des scénarios qui ont rapport à l'informatique. Ces scénarios-là, je vais aller en discuter avec les gens de l'informatique, puis avec les gens des unités d'affaires. J'ai des scénarios qui ont lien aux aspects plus financiers ou contractuels. Je vais en parler avec les services juridiques, je vais en parler avec les finances. Donc, je ne vais pas parler de tous les 30 scénarios avec toutes les 10 personnes. Ça ne finira plus. Pour chacune des personnes, je vais essayer de leur parler peut-être de 5 ou 6 scénarios. Maximum. Peut-être quelqu'un d'informatique, je ne sais pas, mettons mon gestionnaire de réseau, puis dans mon périmètre, c'est par rapport à mon site web, par exemple, ou par rapport à mon WAN, ou quelque chose comme ça. C'est sûr qu'avec le gestionnaire de réseau, il va couvrir peut-être une quinzaine de scénarios sur les 30.
Mais je ne peux pas parler de tous les 30 scénarios avec toutes les 10 personnes. Ça ne finira plus. Donc, ça va se faire donc, dans un contexte de rencontre individuelle. Donc, dans le cadre de la rencontre de groupe, je vais avoir identifié à haut niveau quels seront mes scénarios. Moi, comme analyste de risque, je pars avec tout ça, puis je vais faire le détail des scénarios. Si, admettons, vous avez décrit 20 scénarios ou 30 scénarios dans le cadre du brainstorming, l'analyse de risque va partir, va faire le détail, donc va remplir ces scénarios-là pour qu'ils soient complets. Ensuite, va aller faire des rencontres individuelles avec les gens pour valider ce que lui a mis. Et une fois qu'il va avoir validé ce qu'il a mis, donc on sait que les gens concernés sont d'accord avec la description qu'il a faite du scénario puis des impacts potentiels que ce scénario-là pourrait avoir, c'est là qu'on va mettre des mesures initiales. Donc, si on parle par exemple de la probabilité, ben, on va arriver tout à l'heure avec les KPI. La première passe de mettre des mesures sur les indicateurs va se faire dans ces rencontres individuelles-là. Après, une fois qu'on va avoir fait toutes nos rencontres individuelles, en général, on parle de rencontrer chaque personne une fois, mais bon, ça se peut qu'il y a certaines personnes qu'il faut que ça soit nécessaire de les rencontrer 2 fois, on ne sait jamais. S'il y a vraiment, je rencontre une première personne qui me dit certaines choses, je rencontre une deuxième personne qui me reparle du même scénario, puis qui contredit la première personne, bien, peut-être que je vais avoir besoin d'aller revoir une deuxième fois la première personne pour valider des aspects. C'est possible. Mais, de façon générale, on parle d'une rencontre par personne. Donc, une fois qu'on aura fait ça, ensuite, on va refaire une rencontre de groupe. C'est-à-dire, avec toutes les personnes, mettons mes 10 personnes, une nouvelle rencontre de groupe. Puis là, je vais présenter mes résultats de mes rencontres individuelles. Et si j'ai différentes personnes qui m'ont proposé des mesures, je vais essayer d'arriver donc à un consensus sur la quantification de mes métriques. Admettons que j'ai une métrique là, qui est la probabilité qu'une certaine vulnérabilité soit exploitée par une certaine menace. J'en ai parlé avec 3 personnes différentes. J'en ai un qui m'a dit que lui, il pense que la probabilité, elle est basse. L'autre, il m'a dit qu'elle est moyenne. Puis le troisième, il m'a dit qu'elle était élevée. Je vais présenter ces 3 résultats-là au comité, dans ma rencontre de groupe. Puis là, je vais avoir une discussion. Je vais demander à chacune des 3 personnes de me dire, OK, toi tu as dit qu'elle était élevée. Pourquoi tu penses qu'elle est élevée? Il va dire, ben moi, je pense que c'est élevé, peut-être telle chose. La deuxième personne, je dis, toi, c'est quoi tes arguments? Il va dire, OK, c'est ça. La troisième personne, c'est quoi tes arguments? On présente ses arguments. Là, je vais demander aux 3 personnes, compte tenu de ce que les autres ont dit, est-ce que vous changez votre opinion? Donc, si là, vous pensez que c'était bas, l'autre, il vous a dit que lui, il pensait que c'était élevé, vous avez entendu les arguments des deux, est-ce que, après avoir entendu ces arguments-là, vous maintenez votre point de vue, ou si vous pensez que ça pourrait être différent de ce que je vous avez dit? Donc, souvent, il va y avoir une petite variation quand même. Et là, une fois après ça, cette discussion-là va avoir été entendue, tout le monde a la chance de donner leur opinion. À ce moment-là, on va demander au groupe est-ce qu'on serait capable de s'entendre entre nous que, compte tenu du cas, compte tenu de la situation, compte tenu de notre réalité, compte tenu du périmètre de l'étude, compte tenu des métriques ou des choses qu'on a identifiées, est-ce qu'on pourrait s'entendre ensemble sur une certaine valeur, une certaine quantification de cette métrique-là? Donc, c'est ça le but. Si on n'est pas capable de s'entendre, on n'a pas de consensus. Si on est capable d'arriver à quelque chose que tout le monde c'est pas exactement ce que chaque individu aurait voulu, mais on est tous capables de vivre avec la réponse. Oui, ça a du bon sens. Puis, tu sais, il ne faut pas chercher à être trop pointilleux non plus, là. Disons, mettons qu'on met une échelle de 1 à 100, puis il y en a un qui dit 42, puis l'autre, il dit 52. On dit, gars, est-ce que vous seriez prêt à chacun faire un petit bout de chemin? Est-ce qu'on pourrait s'entendre à 47, par exemple? En général, les gens raisonnables vont dire oui. Donc ça va se faire donc, dans la rencontre de groupe. Donc, on parle essentiellement de 3 rencontres. Première rencontre de groupe, deuxième rencontre individuelle, troisième rencontre de groupe. Et en bout de ligne, donc, on devrait arriver à ce moment-là avec des scénarios des scénarios qui sont créés, qui sont documentés et qui sont validés. Donc, si ici on est parti avec 30 scénarios, dans le cadre de la rencontre de groupe de validation, si on a des scénarios qui sont quand même assez proches, on va les fusionner ensemble pour essayer d'arriver
avec un plus petit nombre de scénarios. Donc, si tout à l'heure, on est parti avec 30 scénarios, idéalement, évidemment, compte tenu du niveau de maturité de l'organisation, on va essayer de réduire le nombre de façon importante. Si le niveau de maturité est bas, on va essayer de réduire ça à autour de 10 scénarios. Si le niveau de maturité est haut, on peut travailler avec 30 scénarios, mais si on pouvait arriver à une vingtaine, ça serait bien. Donc, prochaine étape, on va évaluer les scénarios. Donc, quand on va évaluer les scénarios, là, donc moi, je vous propose une approche à utiliser, par exemple, dans les meetings là, de consensus et tout ça, c'est d'utiliser les fameuses échelles à curseur, dont on a déjà parlé dans un module précédent sur les échelles de mesure. Donc, par exemple, on pourrait utiliser un tableau comme celui-ci, qu'on pourrait présenter aux participants dans les rencontres, et on pourrait leur montrer, donc, ceci en leur disant, bien, voici, autant dans les rencontres individuelles que dans les rencontres de groupe, où est-ce que toi tu mettrais, si tu avais à mettre la valeur en quelque part sur cette ligne-là, là, la probabilité de réalisation d'un scénario, par exemple, c'est où toi tu la mettrais? Où tu la mettrais? Tu peux la mettre n'importe où sur la ligne. Moi, quand je fais de l'analyse de risque qualitative, parce que là, on est dans le qualitatif ici, hein, on est dans des choses pour lesquelles on n'a pas de données probantes. Là. Parce que si vous avez des données probantes, fiez-vous aux données probantes. Si vous avez des données historiques, si vous avez des données réelles, si vous avez des registres d'incidents, si vous avez... Évidemment, les données probantes devraient avoir préséance sur tout ça. Mais si vous n'avez pas de données probantes, il faut trouver des données. Il faut le faire en contrôlant les biais. Donc, on va chercher à créer un consensus, comme ça qu'on va réduire les biais, en ayant le consensus des 10 personnes, en utilisant une échelle comme ça, donc où les gens peuvent mettre leur marque, finalement, n'importe où sur cette ligne-là. Parce que n'oubliez pas, ce qu'on cherche, ce n'est pas à calculer le risque. Ce qu'on cherche, c'est à développer des indicateurs de risque. Donc, si l'indicateur est basé sur une approche scientifique, méthodologique, c'est quoi le mot qu'on a dit tout à l'heure? Systématique. Une approche systématique. À ce moment-là, on va être capable de comparer les scénarios entre eux. Donc, on ne cherche pas à arriver à un montant, à dire le risque de tel scénario, c'est 10 millions. On essaye d'arriver de dire l'indicateur de risque pour ce scénario-là, c'est tant. Et voici, on va le comparer avec les autres scénarios. Et si on applique des mesures de mitigation de risque, cet indicateur-là, il va passer de telle valeur à telle autre valeur en fonction d'un investissement de temps. Donc, je peux utiliser ça pour les différentes métriques. Donc, autant pour l'efficacité de la mesure à réduire le risque, l'efficacité de la mesure à réduire la probabilité de réalisation d'un aléa, la résilience de l'organisation, donc j'utilise l'exposition au risque résiduel, l'impact de la réalisation, l'opportunité, l'efficacité des contrôles à réduire l'impact, l'efficacité des contrôles à réduire la probabilité. Donc tout ça, c'est différentes mesures que je peux utiliser, toujours en l'absence de données probantes, pour arriver à valoriser donc mes indicateurs de risque. Arrive ensuite le APO 12.4.1. Donc, on va transmettre les résultats d'analyse de risque à toutes les parties. Donc, on va se poser des questions, c'est-à-dire quels processus sont en place pour coordonner les activités d'analyse de risque supplémentaires. C'est-à-dire, si une fois qu'on a fait notre analyse de risque, on a développé tous nos scénarios, tout ça, on se rend compte qu'on a oublié des choses, qu'il manque des choses. Ou quand on va ramener ça à notre comité de gouvernance, notre comité de gouvernance se dit « Ouais, mais il y a telle chose, vous n'avez pas tenu compte, vous devriez en tenir compte. » Donc, il faudrait prévoir un mécanisme sur les analyses supplémentaires qui pourraient être faites. Donc, on devrait prévoir des mécanismes comme ça. On devrait prévoir des mécanismes pour identifier, pour évaluer les rapports coûts-bénéfices. On devrait identifier les impacts négatifs, s'assurer qu'on a bien identifié et qu'on a surtout bien documenté sur quelle base on a identifié les impacts négatifs des aléas et des scénarios. Donc, dans ce qu'on va présenter au comité de gouvernance, il faut qu'on soit capable de leur expliquer sur quelle base on s'est pris pour quantifier les impacts négatifs. Sur comment est-ce qu'on va évaluer les effets positifs des aléas aussi. Et sur comment est-ce qu'on tient compte de ces données dans nos processus décisionnels. Donc, tout ça, ça doit être documenté dans le cadre de l'analyse de risque. Tout ça, ça doit être présenté au comité de gouvernance.
La dernière étape donc de l'analyse de risque, c'est-à-dire fournir aux décideurs les données qui leur permettront de comprendre le pire des cas, de comprendre les scénarios qui sont les plus probables, de comprendre les risques en matière de diligence raisonnable, les risques réputationnels et les considérations légales ou réglementaires. Donc ça devrait être clairement identifié dans notre analyse de risque, pour que le comité de gouvernance soit en mesure d'avoir tous les éléments en main pour prendre des décisions. Donc, est-ce que les décideurs ont en main tous les éléments qui leur permettront de juger les scénarios? Est-ce qu'ils les comprennent, ces éléments-là? Donc, peut-être que ça va être nécessaire d'aller leur expliquer ces différents éléments-là. C'est beaucoup, puis c'est un paquet, gars, toc, 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 toc. Là. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Hein? Mais c'est ça, faire une analyse de risque. Si on veut que ça soit scientifique, on n'a pas le choix, il faut qu'on suive une recette. Il y a un paquet d'étapes, il faut qu'on passe au travers de ces étapes-là. C'est la seule façon qu'on peut s'assurer que notre analyse de risque, elle est méthodologique.